En juin 2025, l'une des opérations de sauvetage les plus importantes de l'histoire du pays se déroulera sur les flancs du deuxième plus haut volcan d'Indonésie. Une Brésilienne de 26 ans se retrouvera piégée à 600 mètres de profondeur dans le cratère du Rinjani où chaque minute peut être la dernière. Lorsque les méthodes de sauvetage classiques se révéleront impuissantes et que les médias internationaux retransmettront l'opération en direct, les services de secours inventeront une nouvelle technique de descente qui entrera dans les manuels. Mais la principale tragédie de cette histoire n'est pas ce qui se passera sur le flanc du volcan, mais ce qui sera révélé après 4 jours de lutte héroïque. En juin, l'île de Lombok vit au rythme tranquille de la saison sèche. Au-dessus de toute cette splendeur s'élève le mont Rinjani, un ancien volcan de 3700 mètres d'altitude où des centaines de touristes s'aventurent chaque jour. Le 20 juin 2025, au camp de base de Sembalon, parmi 6 touristes étrangers, une jeune femme vêtue d'une veste rouge vif se distinguait. Elle riait aux blagues du guide, photographiait les paysages et rayonnait d'une énergie qui faisait sourire les autres. Elle s'appelle Juliana Marins et, 48 heures plus tard, son nom sera connu de millions de personnes à travers le monde. Juliana de Souza Pereira Marin était ce que les Brésiliens appellent une personne de la route. À 26 ans, elle travaillait comme attachée de presse à Niterói, une ville située de l'autre côté de la baie de Rio de Janeiro, mais elle vivait pour la danse. Le soir, elle troquait ses tailleurs contre des robes de salsa et de bachata. La danse n'était pas seulement un passe-temps, mais un moyen d'exprimer cette énergie débordante qui ne la laissait pas en paix. Agitée, mais dans le bon sens du terme. C'est ainsi que sa sœur Marianne décrivait Juliana. Cette agitation l'a poussée à économiser, non pas pour acheter un appartement ou une voiture, mais pour réaliser un rêve qui avait des coordonnées précises en Asie du Sud-Est. Un endroit où chaque dollar se transforme en une semaine d'aventure, où l'on peut découvrir un nouveau monde chaque matin. Février 2025 a été le point de départ. Juliana a pris l'avion à l'aéroport de Galeão avec un sac à dos sur les épaules et un plan de voyage de 6 mois. La Thaïlande l'a accueillie avec le chaos de Bangkok et la sérénité des îles. Le Vietnam avec son balai de moto et ses sentiers de montagne dans le nord. Les Philippines avec leur jardin de corail sous l'eau. Chaque photo sur son Instagram était une fenêtre sur une vie pleine de découvertes. En juin, elle est arrivée en Indonésie, un pays de 17 000 îles, où les volcans côtoient les plages. Juliana était exactement le type de voyageuse qui recherche les défis, ces moments où le cœur bat plus fort, à la fois d'excitation et d'une légère peur. 4 mois de voyage l'ont endurcie physiquement, ces années de danse lui ont donné coordination et endurance. Elle était dans la meilleure forme de sa vie. L'île de Lombok s'est avérée être le choix idéal. Moins touristique que sa voisine Bali, mais tout aussi belle. Et le mont Rinjani, qui domine l'île, attirait comme un aimant le deuxième plus haut sommet d'Indonésie, un volcan en activité avec un lac de cratères à l'intérieur. L'ascension était considérée comme difficile, mais réalisable pour un touriste bien préparé. Des milliers de personnes gravissaient chaque année le sommet, et les guides locaux connaissaient l'itinéraire par cœur. L'agence de voyage choisie par Juliana proposait un itinéraire standard de 2 jours. Ascension jusqu'au campement d'altitude le premier jour, nuit sur place, puis ascension du sommet tôt le lendemain matin. Le groupe était composé de 6 touristes étrangers et d'un guide local expérimenté, Ali Mustafa, qui organisait des ascensions depuis plusieurs années. Le 20 juin, le temps était idéal. La saison sèche battait son plein, la température était agréable et les prévisions météorologiques promettaient des journées claires. Au camp de base de Sembalon, Juliana s'est immédiatement distinguée par sa joie de vivre. Elle photographiait tout, du rangement des sacs à dos aux vues panoramiques sur les pentes du volcan, partageait ses projets avec les autres participants et plaisantait avec le guide. Le parcours commençait à travers les forêts tropicales des pentes inférieures. Une végétation humide, le chant des oiseaux, des singes dans la cime des arbres, un paysage indonésien classique. Le groupe avançait à un rythme confortable, s'arrêtant régulièrement pour se reposer et prendre des photos. À la tombée de la nuit, ils ont atteint le campement d'altitude. Les tentes ont été montées sur une plateforme plane avec vue sur le ciel étoilé. Dîner sur les réchauds, thé chaud, discussion des plans pour le lendemain. Juliana se sentait en pleine forme, sans le moindre signe de fatigue. Demain, c'était l'assaut final vers le sommet, le lever du soleil au-dessus du cratère, les photos dont elle serait fière toute sa vie. Tous les membres du groupe se couchèrent avec impatience. Le temps restait stable, l'ambiance était bonne, tout le monde était confiant.
rien ne laissait présager de mauvaises surprises. À 2 heures du matin, le 21 juin, le camp s'est réveillé au son des réveils. L'assaut final du sommet commence toujours dans l'obscurité. Il faut monter avant l'aube, accueillir le soleil au-dessus du cratère et redescendre avant la chaleur de midi. La température était tombée à 6 degrés C, l'humidité due à la brume nocturne rendait l'air glacial. Les membres du groupe enfilèrent des vestes chaudes, vérifièrent leurs lampes torches et burent du café chaud dans leur thermos. La dernière partie du parcours était considérée comme la plus difficile, une ascension sur des éboulis volcaniques instables, où chaque pas en avant faisait reculer d'un demi-pas. Un sentier étroit longeait le bord du cratère. À droite, une pente raide, à gauche, un précipice de plusieurs centaines de mètres. Dans l'obscurité, le brouillard masquait ces dangers, limitant la visibilité à quelques mètres. Le groupe s'est aligné en file indienne derrière la lampe torche du guide. Juliana marchait en queue, comme le veut la pratique habituelle pour les participants moins expérimentés. Les 2 premières heures de l'ascension se sont déroulées sans problème. Tout le monde respirait difficilement car l'air à 3000 mètres d'altitude contient 30% d'oxygène en moins, mais le groupe avançait régulièrement. Vers 6h30, alors qu'il restait moins d'1 kilomètre jusqu'au sommet, Juliana a commencé à prendre du retard. Au début, sa tête trop créée. Au début, l'écart était d'environ 15 mètres, puis il s'est creusé. Elle s'arrêtait plus souvent et respirait plus difficilement. Des symptômes classiques du mal de l'altitude ou de la fatigue accumulée. Le guide Ali Mustafa est revenu vers la participante à la traîne. Selon lui, il lui a conseillé de se reposer quelques minutes et a rejoint le groupe. Lorsque Mustafa est revenu à l'endroit où il avait laissé Juliana, le sentier était désert. Il a d'abord pensé qu'elle avait rattrapé le groupe par un autre chemin. Mais les cris en réponse à son appel l'ont fait regarder en bas. La faible lumière d'une lampe torche clignotait quelque part au fond du cratère, et une voix à peine audible appelant à l'aide résonnait dans le vide gris. Juliana était tombée. Il était impossible de reconstituer exactement la chute. Juliana était seule dans la brume de l'aube. Mais le lieu de l'accident racontait son histoire. Le sentier passait ici au bord même du précipice. La largeur du passage sûr ne dépassait pas 1,5 mètre. Les éboulis volcaniques sous les pieds, recouverts de rosée nocturne et de brouillard matinal, étaient glissants comme de la glace. Seule Juliana savait ce qui s'était passé pendant ces secondes fatidiques. Peut-être un léger vertige dû au mal des hauteurs. Peut-être un pied mal placé sur une pierre humide. Peut-être une tentative de faire un pas rapide pour rattraper le groupe qui s'était éloigné. À une telle hauteur, dans des conditions de visibilité réduite et sur une surface glissante, la moindre erreur pouvait être fatale. La pente du cratère n'était pas verticale, mais inclinée à 60 degrés. Cela signifiait non pas une chute libre, mais une glissade rapide sur la roche volcanique friable. 300 mètres de descente à travers des rochers pointus, des éboulis et des corniches rocheuses. Par miracle, Juliana a survécu à la chute. S'arrêtant sur une étroite corniche parmi les rochers, elle a réussi à appeler à l'aide. Ses cris faibles mais distincts ont résonné dans le cratère et ont été entendus par le guide, qui était revenu à l'endroit où il l'avait laissé se reposer. Les autres touristes, entendant les cris du guide et les réponses provenant des profondeurs du cratère, se précipitèrent vers le lieu de l'accident. L'un d'eux, un Espagnol équipé d'un drone, prit une décision qui s'avéra cruciale pour toute l'opération qui suivit. Son quadricoptère s'éleva dans les airs et commença à descendre dans le cratère, guidé par les faibles sons provenant du fond. Les images filmées par le drone ont suscité à la fois espoir et terreur. À environ 300 mètres de profondeur, sur une étroite corniche parmi les rochers gris, gisait une silhouette vêtue d'une veste rouge. Juliana bougeait, elle levait la main, tournait la tête, essayait de changer de position. Elle était en vie, mais piégée, incapable de s'en sortir seule. L'ampleur du problème est immédiatement apparue. 300 mètres à la verticale. Une pente raide avec un angle d'inclinaison de 60 degrés. Une roche volcanique friable qui s'effrite à la moindre pression. Un brouillard qui limite la visibilité. Et en bas, une personne qui, à chaque minute qui passe, perd ses forces à cause de ses blessures et du froid. Le guide Mustafa a immédiatement contacté le camp de base par radio pour transmettre les coordonnées et la nature de l'incident. Le premier message a été envoyé au service Basarnas vers 7h du matin, moins d'une demi-heure après la chute. Mais déjà à ce moment-là, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un accident ordinaire pouvant être résolu par des moyens standards. Les membres du groupe regardèrent les images transmises par le drone et comprenaient qu'ils n'avaient aucun moyen de venir en aide.
La première équipe de secours est arrivée sur place vers 10 h du matin. Elle était composée de 4 sauveteurs de Basarnas équipés de matériel d'alpinisme, de 2 gardes forestiers locaux et d'un médecin. Le matériel standard pour un sauvetage en hauteur comprend des cordes de 50 et 100 mètres, des systèmes d'assurage et des crochets pour fixer des ancrages. L'opération était dirigée par Mohammad Chiafi, un vétéran avec 15 ans d'expérience dans les services de secours. À 43 ans, il avait dirigé des dizaines d'opérations dans les montagnes de l'est de l'Indonésie, mais lorsqu'il a regardé dans le précipice, il a compris qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Les 300 mètres de descente nécessitaient au moins 4 cordes reliées entre elles, de multiples points d'ancrage intermédiaires et un sol parfaitement stable. Les éboulis volcaniques du Rinjani étaient tout sauf stables. Ahmad Rizki, un sauveteur de 22 ans, s'est porté volontaire pour les parties les plus dangereuses de la descente. Son expérience des pentes volcaniques était indispensable. La première tentative a commencé à 11 h. Rizki et son coéquipier ont attaché des cordes de 100 mètres et ont commencé à descendre en installant des ancrages intermédiaires tous les 15 mètres. Mais la moitié des crochets se sont simplement détachés sous le poids. Le sol meuble ne retenait pas le métal et le moindre mouvement brusque provoquait des éboulements. À une profondeur de 70 mètres, l'équipe s'est arrêtée. Plus loin, c'était tout simplement dangereux. La pente devenait plus raide, la roche plus instable. Rizki criait vers le bas et Juliana répondait. Sa voix était plus faible que le matin, mais elle était toujours consciente. Il restait 220 mètres de descente pratiquement inaccessible avant de l'atteindre. À midi, le brouillard s'est épaissi. La visibilité est tombée à 10 mètres, rendant impossible le travail des drones. Le vent s'est intensifié jusqu'à 25 km, créant une menace supplémentaire. À 15 h, une deuxième tentative a été faite de l'autre côté de la pente, mais le résultat a été encore pire. La dernière fois que l'on a entendu la voix de Juliana, c'était vers 18 h. Après cela, seul le silence répondait aux cris des sauveteurs. À la tombée de la nuit, il était clair que les méthodes de sauvetage standard étaient impuissantes. Il fallait une révolution technique, sinon ils allaient perdre une personne qu'ils voyaient et entendaient, mais qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Le 22 juin, à 6 h du matin. Au camp de base de Sembalun, un centre de commandement comme Lombok n'en a jamais vu se met en place. Mohammad Chiafi étudie les cartes topographiques du cratère et comprend que les protocoles standards sont ici impuissants. Une révolution technique est nécessaire dans le domaine du sauvetage. Des ressources provenant de toute l'Indonésie orientale sont rassemblées sur place. Équipes de sauveteurs alpinistes, spécialistes des volcans, drones équipés de caméras thermiques, logistique militaire, les gardes forestiers locaux fournissent des cartes des particularités du versant. Chiafi élabore un système de descente par étapes avec des bases intermédiaires tous les 50 mètres. À chaque niveau, une aire de repos et un entrepôt pour le matériel sont prévus. Au lieu des crochets habituels, des boulons spéciaux, capables de supporter une charge énorme, sont vissés dans la roche. Ahmad Rizki étudie le plan et se porte volontaire pour les sections les plus dangereuses. Pour lui, ce n'est pas seulement un travail. À l'âge de 15 ans, il a perdu son frère aîné dans un glissement de terrain à Flores. Les sauveteurs sont arrivés trop tard. En rejoignant Basarnas, Rizki s'est fait une promesse. « Nous ne laissons personne dans les montagnes ». Aujourd'hui, ces mots ont pris un sens personnel. À midi le 22 juin, le système est prêt à être testé. Chaque mètre de descente prend 40 minutes. Rizki calcule chaque mouvement, coordonnant ses actions avec celles de son équipe. La roche friable peut s'effondrer à tout moment, entraînant avec elle la personne suspendue à la corde. À 3000 mètres d'altitude, le vent balance les alpinistes comme des pendules. Mais Rizki descend mètre après mètre, ouvrant la voie aux équipes suivantes. Les drones fonctionnent sans interruption. Les caméras thermiques confirment que Juliana donne toujours des signes de vie. Faible mais stable. Cela confère à l'opération un caractère d'urgence supplémentaire et justifie les risques pris par les sauveteurs. Le 22 juin, pendant que Rizki mettait au point un nouveau système de descente, une avalanche d'informations s'est déclenchée au Brésil. Marianne Marins, la sœur de Juliana, a créé un compte Instagram pour coordonner les informations sur l'opération de sauvetage. En 2 jours, le nombre d'abonnés est passé de 0 à 1,5 million. Le hashtag #BablerRescueJuliana devient viral, passant du portugais à d'autres langues. Chaque mise à jour depuis le lieu de l'événement recueille des centaines de milliers de vues. Les chaînes de télévision brésiliennes commencent à diffuser en continu. Les médias internationaux envoient des correspondants à Lombok.
Le 23 juin, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva appelle personnellement l'ambassade à Jakarta pour demander des informations sur le déroulement de l'opération. Un groupe de députés adresse une demande officielle au ministère des Affaires étrangères pour qu'il renforce la pression diplomatique sur l'Indonésie. Le footballeur Alexandre Pato propose publiquement de prendre en charge tous les frais de l'opération. Les autorités indonésiennes se retrouvent sous une pression énorme. Des ressources supplémentaires sont mobilisées. Hélicoptères militaires pour acheminer le matériel, spécialistes d'autres régions, équipes médicales. Le ministre des Forêts rend compte quotidiennement au président de l'avancement des opérations. Mais l'attention internationale se transforme en une arme à double tranchant. Chaque action des sauveteurs est filmée par les drones des journalistes, chaque échec est commenté en direct. Les équipes commencent à travailler 20 heures par jour, ce qui augmente le risque d'erreur dû à la fatigue. L'opération de sauvetage est devenue un spectacle mondial où l'enjeu est la vie humaine. Le 23 juin, vers 14 h, un événement tragique se produit. Les drones constatent que la pente instable du cratère s'est effondrée. Juliana est tombée encore plus profondément et se trouve désormais à 500 mètres du bord. Une chute supplémentaire de 200 mètres sur des rochers pointus et une roche friable rend la survie pratiquement impossible. Mais pour l'équipe de sauvetage, cela ne signifie qu'une chose. Le système de descente doit être entièrement reconstruit pour s'adapter à la nouvelle profondeur. Siafi et Rizky comprennent que les chances tombées sont presque nulles, mais leur éthique professionnelle ne leur permet pas d'abandonner. Le soir du 23 juin marque un tournant dans l'opération. Les sauveteurs ont mis en place un système de descente jusqu'à 350 mètres, réalisant ainsi une avancée technique impressionnante, mais il reste encore 150 mètres de pente extrêmement dangereuse avant d'atteindre Juliana, à 500 mètres de profondeur. Et les drones n'ont détecté aucun mouvement depuis déjà 4 heures. Au quartier général de l'opération, une discussion s'engage qui dépasse largement les questions techniques. Les jeunes sauveteurs insistent pour poursuivre la descente à tout prix, mais les plus expérimentés sont conscients de la réalité. Siafi se retrouve pris entre deux feux. D'un côté, la pression internationale, les exigences de poursuivre l'opération, des millions de personnes qui suivent chaque étape. De l'autre, la responsabilité professionnelle pour la vie de ces hommes. Chaque descente sur les 150 derniers des mètres est une mission pratiquement suicidaire. Ahmad Rizky accepte une nouvelle fois de participer à la descente finale. Le moment le plus difficile survient à 23 h 30. Les sauveteurs comprennent que même s'ils parviennent à atteindre Juliana, il n'y a pratiquement aucune chance de la retrouver en vie. Tout le monde est conscient de la réalité, mais personne n'est prêt à le dire à voix haute. Peu après, des informations ont été transmises par une ligne sécurisée par le conseiller médical de l'opération. Le verdict était sans appel. Une personne ayant subi des blessures lors d'une chute de 300 mètres ne pouvait survivre plus de 72 heures à une température de 6 degrés T sans assistance médicale. À ce moment-là, 65 heures s'étaient déjà écoulées. Siafi a pris une décision qui a changé la nature de l'opération. Officiellement, il s'agissait toujours d'une opération de sauvetage, mais en réalité, elle s'est transformée en opération de récupération du corps. La famille n'en a pas été informée. La pression internationale était trop forte, trop de gens suivaient chaque étape. Le nouvel objectif exigeait une motivation différente de la part des sauveteurs. Désormais, ils risquaient leur vie non pas pour sauver une personne, mais pour que la famille puisse enterrer sa fille. Pour des sauveteurs professionnels, c'est une mission tout aussi importante. Le principe, ne pas abandonner les gens dans la montagne, s'applique également après la mort. Le matin du 24 juin, les conséquences politiques de la tragédie deviennent évidentes. Le président Lula publie un décret levant l'interdiction du financement public du rapatriement des corps de citoyens à l'étranger. Les autorités indonésiennes ferment toutes les routes menant au Rinjani, une mesure sans précédent qui affectera des milliers de touristes. Pour les sauveteurs, ce changement d'objectif a été un nouveau départ sur le plan émotionnel. Désormais, ils ne se battaient les plus contre le temps dans une course désespérée, mais accomplissaient une tâche technique précise, extraire un corps à 500 mètres de profondeur. Cela restait mortellement dangereux, mais était psychologiquement plus supportable. Ahmad Rizky s'est préparé à la descente finale comme à la mission la plus importante de sa vie. Pas pour sauver une vie, mais pour la dignité humaine. Pour que la jeune fille qui rêvait de la beauté du monde puisse rentrer chez elle. À l'aube du 24 juin, le cratère du Rinjani était toujours plongé dans le même silence gris. Le brouillard s'accrochait aux parois du cratère, le vent sifflait entre les rochers,
La température était de 6 degrés de Celsius. La nature restait indifférente au drame humain. Les drones ont décollé à 5h30 du matin. Les caméras thermiques ont balayé un point familier à 500 mètres de profondeur. Les écrans affichaient une image statique, une silhouette immobile vêtue d'une veste rouge, aucun mouvement, aucune anomalie thermique. Ahmad Rizki a commencé la descente finale à 6 heures. En 4 jours, l'équipe de Siafia a réalisé un miracle technique. Un système d'ancrage intermédiaire permettant de descendre en toute sécurité à une profondeur auparavant inaccessible. Les boulons dans la roche ont été vérifiés à plusieurs reprises. Les cordes étaient capables de supporter le poids d'un camion. Les systèmes de sécurité étaient triplement redondants. La dernière partie était la plus dangereuse. La pente devenait presque verticale, la roche encore plus friable. Chaque mouvement de Rizki provoquait des chutes de pierres. Des rochers de la taille d'un poing sifflaient près de sa tête, se brisant sur les corniches inférieures. À 8h15, le sauveteur s'est suspendu à la corde à 3 mètres de la silhouette immobile. Juliana était allongée paisiblement, comme si elle dormait. Mais sa posture indiquait que la mort était survenue instantanément. Rizki a transmis par radio la confirmation officielle. Aucun signe de vie n'a été détecté. Le silence a duré quelques secondes. Tous les participants à l'opération savaient qu'ils entendraient ces mots, mais la réalité les a frappés de plein fouet. Mohammad Siafi a annoncé la fin de la phase de sauvetage de l'opération à 8h25. L'évacuation du corps a commencé, une tâche tout aussi difficile sur le plan technique. À 14h30, la civière transportant le corps de Juliana a atteint le bord supérieur du cratère. Les sauveteurs se tenaient en silence, non pas pour célébrer la victoire, mais par respect pour cet homme qui avait cherché la beauté du monde et qui l'avait payé de sa vie. Les conditions météorologiques n'ont pas permis d'utiliser l'hélicoptère. Le brouillard et le vent qui avaient entravé l'opération pendant 4 jours ont obligé les sauveteurs à descendre à pied. 4 sauveteurs ont chargé la civière sur leurs épaules et ont entamé une descente de 8 heures vers le camp de base de Sembalon, empruntant des sentiers de montagne étroits. À 22h40, le 24 juin, la civière a atteint le camp de base. La partie physique de l'opération était terminée, mais ses conséquences ne faisaient que commencer à se faire sentir. Le corps a été transporté à l'hôpital de police de Bayankara à Mataram pour y être autopsié et préparé en vue de son rapatriement. Le 27 juin, l'autopsie pratiquée à l'hôpital Bali Mandara a confirmé ce que les sauveteurs expérimentés avaient intuitivement compris. Juliana est morte des suites de traumatismes contondants et d'hémorragie interne dans les 30 minutes qui ont suivi sa chute le 21 juin. Il n'y a pas eu d'hypothermie ni de déshydratation. La mort est survenue rapidement à la suite des blessures causées par les chocs contre les rochers. La famille a avancé plusieurs versions des faits. La première, les autorités indonésiennes cachent la vérité sur l'heure du décès afin de justifier la lenteur des opérations de sauvetage. La deuxième, l'autopsie a été mal réalisée ou les résultats ont été falsifiés. La famille a demandé une nouvelle autopsie au Brésil, mais à ce moment-là, le corps avait déjà été rapatrié et inhumé. Le 1er juillet, la police de Lombok oriental a interrogé le guide Ali Mustafa et 3 autres témoins. Mustafa a maintenu sa version. Il s'était absenté pendant 3 minutes, était revenu et avait découvert la disparition de la touriste. La famille a exigé qu'il soit tenu responsable de négligence, affirmant qu'il avait laissé Juliana seule pendant plus d'1 heure. Le père de Juliana, Manuel Marins, a déclaré aux médias brésiliens « Si le guide avait fait son travail et était resté avec ma fille, elle serait encore en vie ». La contradiction entre les images prises par le drone et les résultats de l'autopsie a donné lieu à de nombreuses théories. Les experts ont suggéré que les mouvements pouvaient être dus au vent qui faisait bouger les vêtements ou à des erreurs techniques des caméras thermiques. La famille a insisté sur la falsification des images prises par le drone ou de l'autopsie. Les députés brésiliens ont exigé une enquête internationale et la défense publique fédérale a envisagé de saisir la Commission interaméricaine des droits de l'homme. La famille s'est sentie trahie, 4 jours d'espoir, des millions d'abonnés sur Instagram, l'attention internationale, et pendant tout ce temps, leur fille était déjà morte. L'enquête se poursuit, mais aucune accusation n'a encore été portée. Les autorités indonésiennes affirment que tout a été fait dans des conditions extrêmes et que les contradictions dans les données restent inexpliquées. La tragique ironie était évidente pour tous les participants à l'opération. 4 jours de travail techniquement parfait étaient voués à l'échec dès le départ.
Mais l'opération de sauvetage sur le Rinjani entrera bientôt dans les manuels comme un exemple de perfection technique dans des conditions extrêmes. Le système de descente par étapes, avec des ancrages intermédiaires, mis au point par l'équipe de Siafia, est devenu la norme pour les opérations dans les zones volcaniques. Ahmad Rizki a reçu la plus haute distinction pour son courage. Dans une interview, il a déclaré « Nous savions que nous étions en retard, mais notre devoir était de ne laisser personne dans les montagnes, vivant ou mort. » Juliana méritait de rentrer chez elle dans la dignité. Les conséquences politiques ont été considérables. Le président Lula a non seulement publié un décret modifiant la législation sur le rapatriement, mais il a également chargé le ministère des Affaires étrangères d'élaborer de nouveaux protocoles d'assistance aux citoyens à l'étranger. L'Indonésie a investi dans la modernisation des équipements de sauvetage et a fermé les routes menant au Rinjani pendant 3 mois afin de revoir les mesures de sécurité. Le 4 juillet 2025, Juliana Marins a été inhumée à Niterói, au Brésil, en présence de milliers de personnes. Le président Lula a personnellement présenté ses condoléances à la famille. Le maire de la ville a décrété un jour de deuil. La jeune fille qui rêvait de la beauté du monde a uni 2 continents dans le deuil et a changé à jamais les protocoles de sécurité dans les 2 pays. Mais la question principale reste sans réponse. Que s'est-il réellement passé pendant ces 3 minutes fatidiques, seul avec le brouillard ?